Graines de Curieuse, le podcast qui dévoile une facette de la vie d'une femme. Je m'appelle Isabelle Weber, je suis journaliste et vis à Bienne en Suisse depuis plus de 20 ans. J'aime les histoires et je suis curieuse de l'autre. Mon envie, vous faire découvrir l'une des faces cachées des habitantes de ma région. Celles qu'on croise sans pour autant deviner le trésor qu'elles recèlent. Peut-être un voyage, une réussite, une épreuve, une expérience, allons savoir. Ce podcast paraît tous les vendredis sur le site dédié grainesdecurieuse.ch avec le chiffre 2 entre les deux mots. Abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur les applications d'Android et suivez son actu sur la page Facebook Graines de Curieuse. Cette semaine, Graines de Curieuse invite Kate Wagner d'Udenhofer. Née à Strasbourg, elle a su se faire un nom dans la peinture avant de s'installer à Orvin avec sa famille. À côté de ses tableaux, elle s'est mise à écrire des pièces de théâtre. L'une intitulée Le Satin de Noël et jouée par des enfants a même été publiée à Paris. Puis Kate Wagner s'est mise à dépeindre la noirceur des êtres dans des romans entre polar et thriller psychologique. Il y a quelques années, l'obscurité l'a rattrapée et elle a commencé à perdre la vue. Dans ce podcast, elle parle de sa façon bien à elle de voir le monde. Bonjour Kate. Bonjour Isabelle. Kate Wagner d'Udenhofer, un très long nom. Oui. Pour une grande dame. Pour une petite taille, 1m63, mais j'ai pas la grandeur de mon nom. C'est ni la grandeur physique, ni peut-être la grandeur morale. Ça, c'est à mon entourage de juger. Ça, c'est l'humour noir. On commence déjà avec l'humour noir typique de Kate Wagner. Ça, c'est l'écrivaine en deux mots, pour la présenter en deux mots vraiment. Mais aujourd'hui, on va pas parler forcément de... Si, on va parler aussi un peu de tes œuvres, mais on va surtout parler de quelque chose qui t'affecte dans ton quotidien. C'est que tu es malvoyante. Et moi, j'aimerais bien aborder cette question avec toi. Et tu as été d'accord de m'en parler, ce que je trouve vraiment courageux de ta part. Est-ce que tu peux nous décrire en deux mots déjà de quelle affection tu souffres ? Alors, je suis atteinte de ce qu'on appelle une macula myopique. Donc, ça concerne en fait 1% des grands myopes. Et c'est un peu du même acabit que la DMLA, mais ça atteint des personnes beaucoup plus jeunes. Donc, une dégénérescence de la macula ? Donc, c'est une dégénérescence de la macula, ce qui donne une vision centrale très altérée. Donc, on n'est pas complètement dans le noir. Donc, ça, c'est quand même une bénédiction pour moi parce que je ne serai jamais avec un rideau complètement fermé. Mais ça pose un problème au niveau de la vision centrale. Donc, il n'y a plus de lecture possible. Je ne conduis plus depuis 2 ans. Et ça limite quand même énormément l'autonomie. Donc, ce n'est pas toujours évident. Est-ce que c'est quelque chose d'héréditaire dans ta famille ? Alors, j'ai beaucoup discuté avec les professeurs, entre autres ce cher professeur Mantel qui me suit à Lausanne. Il y a une part d'hérédité. C'est vrai que dans la famille, j'ai quelques personnes qui ont des soucis avec les yeux, mais pas dans les proportions qui m'affectent moi. Et on a beaucoup de mal, en fait, il parle de maladies auto-immunes. Il y a plein de choses un petit peu dans le flou parce qu'en fait, personne ne sait trop de quoi il retourne. C'est le fait que tu sois une grande myope, est-ce que ça a un lien avec cette maladie ? C'est même le départ de la chose, en fait. Parce que l'œil d'un myope, surtout d'un grand myope comme moi, est très, très grand. Donc, est susceptible de se déchirer beaucoup plus rapidement. Et j'ai en plus eu la bonne idée de faire du LASIK il y a quelques années, qui est maintenant a priori fortement déconseillé pour les grands myopes, puisque apparemment ça fragiliserait encore un peu plus. Donc le laser, traitement au laser, c'est ça ? Exactement. Comme j'étais très myope, on était arrivé plus ou moins au bout du bout des lunettes. Et on s'est dit, tiens, ce serait peut-être pas mal. Et mon ophtalmologue était... très enthousiaste parce qu'en fait, en plus, on était dans le début du LASIK. Le fait d'être sans lunettes, c'était carrément extraordinaire. Donc, c'était cette opération contre la myopie, en fait, qui résout la myopie, c'est ça ? Donc, elle n'a pas aidé. Je ne peux pas dire qu'il y a vraiment un lien de cause à effet, mais ça n'a pas aidé, ça c'est clair. Donc, il déconseille à l'heure actuelle quand même fortement de toucher les yeux de quelqu'un qui est très myope parce qu'il semblerait quand même qu'il vaut mieux... les laisser tranquilles, ces pauvres yeux. Alors, donc, toi, tu as d'abord été peintre et tu as dû abandonner cet art qui te faisait vivre. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas que la vision centrale. Pour l'instant, je vois encore à peu près de l'œil droit,
Mais il y a surtout des problèmes de profondeur de champ, des problèmes de couleur, puisque la macula étant affectée, ça donne des choses un peu bizarres au niveau de la vue. Et c'est aussi très déformant. Donc, tous les traits, toutes les formes géométriques sont déformées. Donc, ça pose quand même un gros problème au niveau de la peinture. Donc, j'ai essayé d'agrandir le format en peignant sur des surfaces encore plus grandes, mais en fait, ça aide pas trop parce que c'est un peu l'effet de quelqu'un qui regarde dans le soleil. Donc, vous avez des taches à des endroits. Donc, il y a un endroit où on verra peut-être pas si mal que ça et puis un autre endroit où c'est très déformé, très altéré. Donc, ça complique énormément le travail. Et peut-être que je me suis rendu compte que la peinture stressante comme ça et puis qui mange autant d'énergie et qui a plus ce pouvoir apaisant ou ce pouvoir créatif, il valait mieux laisser tomber que de s'énerver et puis de sentir qu'on n'y arrivera pas ou qu'on n'y arrivera plus correctement. J'ai en plus la chance d'être quelqu'un de très perfectionniste, donc c'est assez horrible de se rendre compte qu'on n'arrive plus à faire des choses qu'on aime. Et puis donc même l'entourage qui dit « oui, mais tu peux continuer à peindre, ce que tu as fait, c'est quand même pas si mal ». C'est en premier lieu pour soi qu'on le fait, donc moi je ne suis pas arrivée à accepter. Tu pouvais pas sortir ce que tu avais dans la tête en fait, donc c'est inutile. C'est pas inutile parce que quelque part ça serait un peu prétentieux de dire que j'étais un peintre extraordinaire qui sortait des choses extraordinaires, mais c'est aussi pour soi personnellement au niveau physique, c'est-à-dire que la peinture c'est pas que de peindre, il y a aussi la dimension physique de la peinture, et comme j'étais quelqu'un qui peignait avec des pigments et qui faisait moi-même mes mélanges, il y avait aussi cette notion de cuisine sensuelle et interne qui était très intéressante, où là, c'est carrément plus possible, parce que ne voyant pas les couleurs, ne voyant pas où je mets mes pigments, mélangeant des faux produits, à part faire sauter la maison, j'aurais peut-être pas... donc, c'était peut-être pas la bonne chose à faire. Donc, voilà. Pour l'instant, tu as réussi à t'accommoder d'un deuxième art. En tout cas, tu as réussi à continuer à écrire. Mais là aussi, ça devient difficile. Alors, l'écriture a pris beaucoup plus de place puisque la peinture a laissé justement ce siège vacant. Le côté physique que j'avais avec la peinture ne se retrouvait pas dans l'écriture, même si au départ, j'écrivais encore avec un stylo plume, ce qui n'est plus le cas maintenant puisque j'ai un logiciel spécial. Je suis arrivée plus ou moins au bout de la possibilité d'écrire moi-même. Donc, j'ai un livre qui est en comité de lecture, c'est le dernier roman. Le reste, ce sera peut-être des nouvelles, voire un recueil de nouvelles, voire des petits textes, puisque j'ai vraiment maintenant du mal à écrire, même moi-même, dans la mesure où je ne peux plus écrire la phrase physiquement. Et comme beaucoup d'écrivains à qui j'ai discuté, en fait, c'est la phrase physique qui fait la formation dans la tête de ce que l'on veut dire. Et la musicalité de la phrase, elle passe d'abord par le côté physique de l'écriture. Quand tu dis physique, c'est donc avec un stylo ? Exactement. Donc avec un stylo, après avec un clavier, c'était déjà un petit peu plus compliqué, mais je voyais quand même la phrase. Donc j'arrivais à faire le cheminement intellectuel de la construction musicale de la phrase. Avec le système vocal, c'est absolument plus possible. Donc, en fait, je comprends plus ce que j'écris, ce qui est assez difficile à exprimer, mais je pense que ceux qui écrivent doivent un peu comprendre ce que je veux dire. Je comprends plus ce que j'écris. Donc, Parce que tu peux nous dire peut-être la reconnaissance vocale, c'est en fait une voix qui répète ce que tu écris, c'est ça ? Alors, je peux ne pas écrire, c'est-à-dire je peux directement parler dans un micro et la phrase s'écrit sur un écran. Où il y a le système où j'écris avec un clavier et je peux me faire relire pour savoir ce que j'ai écrit. Et en fait, aucun des deux ne fonctionne. C'est vraiment l'écriture en voyant le mot, en voyant la phrase qui construit la musicalité de la phrase et qui induit le côté avancement intellectuel du récit. Sinon, je suis très vite perdue. En fait. Donc toi, tu as besoin de voir les mots. Tu es visuel, en fait, visuel de tes phrases. J'écris en fait comme un musicien qui fait une portée de notes. Donc le côté écriture des notes sur une portée, c'est plus possible. Et d'écouter tes textes, tu peux les écouter ou même pas, ça te parle pas pareil que si tu les lis?
Je peux les écouter quand j'ai pu les lire moi-même avant, dans ma tête. Sauf que ça, c'est vraiment de moins en moins possible. Et j'ai 2 romans qui sont à la bibliothèque sonore de Lausanne. Donc, j'ai déjà écouté mes textes et puis j'ai une lectrice qui me lit quand on a des conférences et débats, etc. Mais c'est quelque chose que j'avais écrit. Donc, ça ne me gêne pas et bien au contraire, étant perfectionniste, des fois, ça m'énerve parce que je vois qu'il y a une phrase qui n'a pas la musicalité que j'aurais aimé donner, comme beaucoup de gens. Mais ça ne me dérange pas. Sauf que maintenant, le fait de ne plus avoir de support d'écriture physique, le fait de l'entendre uniquement sans avoir vu la phrase, ça ne fonctionne pas. C'est pas vraiment trop difficile, ça ne donne rien. Donc là, tu vas écrire des récits plus courts. Tu penses qu'en écrivant des nouvelles, par exemple, tu vas pouvoir mieux avoir une idée de ce que tu vois, en fait, du texte? En fait, j'ai encore une petite possibilité de voir ce que j'écris, sauf que c'est très court parce que je me sens très vite mal. J'ai des nausées, comme en fait quand on lit en voiture. Donc, si j'écris des courts textes, je peux encore écrire quelques phrases. Et donc, du coup, j'arrive à faire une construction intellectuelle du récit, mais ça sera sur un court texte parce que ça me demandera trop d'énergie. Un roman, il faut quand même arriver à le construire sur un long cours, ce qui devient vraiment très, très compliqué, alors qu'une nouvelle, j'arrive à le construire dans ma tête et donc là, à l'écrire sans perdre le fil. Sur une journée, j'arrive à construire déjà une partie du texte, même si c'est en faisant des pauses tous les 10 minutes. Et ce logiciel, comment ça fonctionne? Les lettres sont très grandes. Comment c'est? Alors, il y a une possibilité d'agrandir énormément les lettres. Le seul problème, c'est pas vraiment l'agrandissement, moi, qui m'aide, dans la mesure où, comme j'ai des tâches, il y a des lettres qui disparaissent. Donc, en fait, c'est ce qui est difficile et c'est ce qui rend les choses très fatigantes. C'est que mon mental doit reconstruire les mots, en fait. Je dois imaginer, en fait, le mot et puis me le faire redire en vocal pour me confirmer que c'est bien celui-là que j'ai vu. Parce qu'il y a des lettres ou des morceaux de lettres qui manquent. Et le cerveau a tendance à faire lui-même la reconstruction du mot. Et ça, c'est extrêmement fatigant, en fait. Quand je marche dans la rue ou visuellement pour tous les jours, c'est que la construction mentale pour arriver à reformer une image qu'on pense être la bonne est très fatigant. Et ce qui fait que dans ton quotidien, est-ce que tu te déplaces beaucoup? Là, récemment, tu m'as dit que tu étais à un salon du livre à Strasbourg. Comment ça se passe pour toi, une journée typique à une manifestation? Comment tu t'organises? Alors, je pense être complètement dans le déni. Je fonctionne comme quelqu'un qui n'a pas de problème de vue. C'est probablement souvent une grande aventure dans la mesure où je peux me tromper de train, des choses comme ça. Donc, une fois, je devais aller à Lausanne, je suis arrivée à Fribourg, je ne comprenais rien. Bon. J'ai pris le parti, en fait, de partir à l'aventure. C'est-à-dire que je sais où je vais, je ne sais pas toujours quand j'arrive ni comment j'arrive, mais je veux rester pour l'instant le plus autonome possible. Donc, j'utilise toujours pas ma canne blanche. J'ai pris des cours de braille parce que ça, c'était vraiment indispensable dans la mesure où peut-être ça me servira quand même plus tard si j'arrive à travailler en écrivant en braille, puisque la fonction intellectuelle est à peu près la même que l'écriture normale. Mais disons que j'essaye de fonctionner comme quelqu'un qui n'a pas de problème de vue. Donc des fois, c'est un peu compliqué. C'est assez fatigant dans la mesure où, en fin de journée, je sais quand même qu'il y a une différence par rapport à avant. Mais je me fais confiance et je fais confiance à ce qui se passe dans l'air, en fait. Des fois, j'ai l'impression d'être un peu guidée. Je me laisse vraiment porter. Si je vais contre, je vois que souvent, ça ne fonctionne pas. Et plus on va contre, plus on essaye de faire, d'une manière trop handicapante, entre guillemets, ou en gardant en tête d'être handicapé de la vue, ça fonctionne beaucoup moins bien. Tu fonctionnes à l'instinct, alors, un petit peu. Ça aide beaucoup aussi dans la mesure où le fait de ne pas se considérer comme une handicapée, les gens autour de vous ne vous considèrent pas non plus comme une handicapée. On est moins entouré de gens qui sont d'une condescendance un peu mielleuse, qui c'est pas toujours agréable. Je préfère à la limite qu'on m'engueule parce que je viens de me casser la figure pour la 1e fois que de me dire est-ce que je peux te prendre la main, etc. Donc tu ne te fais pas aider, voilà, c'est ce que je voulais te demander, tu ne te fais pas aider volontiers? Non, j'ai une bonne assurance maladie ou accident, parce que ça m'arrive quand même pas mal de tomber.
J'ai ce qu'il faut dans ma pharmacie en emplâtre, en choses comme ça. Mais non, je préfère pour le moment. Je ne dis pas que ça continuera. Je pense qu'une fois que je me ferai 1 ou 2 bonnes fractures, je me calmerai peut-être. Pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Donc, je réagis plutôt comme quelqu'un qui n'a pas de souci de vue. Donc, comme dit, le curseur entre le déni et puis ce qu'on pourrait appeler du courage que je renie totalement parce que je trouve ça totalement exagéré. C'est pas toujours évident de savoir où est la frontière de est-ce que je me cache beaucoup ou est-ce que je vais de l'avant. C'est un peu compliqué des fois. Alors, j'ai lu un article tout à fait récemment qui disait qu'en Suisse, il y a 10 000 aveugles et 390 000 malvoyants. Donc, tu fais partie des 390 000 malvoyants. Est-ce que pour toi, dans la vie quotidienne, dans les déplacements, est-ce qu'il y a des choses que tu vois, littéralement, que tu vois, qui pourraient être améliorées pour les personnes, en tout cas malvoyantes, voire aveugles? Donc là, on se rend compte qu'on est quand même une grande famille. Hein. Je ne suis pas toute seule, loin de là. Et malheureusement, je pense que comme pour mon cas déjà, parce que je me promène sans canne blanche, et ce n'est pas un handicap qui se voit. Mm-hmm. C'est assez paradoxal, mais perdre la vue, ça ne se voit pas, en fait, de l'extérieur. Mm-hmm. Le fait de cette non-existence de handicap qu'on peut percevoir, ça peut être gênant pour moi, par exemple, quand où je demande à un chauffeur de bus si je suis bien dans le bon bus, où il me dit mais bon, vous ne savez pas lire, là, vous ne voyez pas ce qui est marqué au-dessus du bus. Donc, les gens ne sont pas toujours bienveillants. Et puis, on se rend compte aussi beaucoup que c'est quelque chose qui ne parle absolument pas à la population en général, dans la mesure où le peu qui est fait, donc par exemple les traces qui sont mises par terre en rayures blanches pour suivre un chemin, que ce soit avec la canne ou quelqu'un qui peut avec le pied essayer de trouver son chemin facilement. Par exemple comme à la gare, les gens sont souvent posés dessus et discutent tranquillement sur ces espèces de petits rails sans se rendre compte que la personne qui va venir va être gênée parce que son parcours du coup est coupé, où il y a des poussettes ou des choses comme ça. Donc, c'est un peu comme si sur l'autoroute, on mettait des chicanes tout d'un coup. Donc, c'est très compliqué. Il y a des escaliers, par exemple, comme à Lausanne, où la bande blanche, au lieu d'être mise par terre, elle est mise à la dernière marche. Donc, vous avez l'impression d'être arrivé au sol et en fait, c'est pas vrai, il reste une marche. Donc, vous cassez la figure une fois. Bon, la deuxième fois, vous le savez, mais c'est pas nécessaire forcément de chaque fois tomber pour résoudre le problème la fois suivante. Il y a plein de petits détails comme ça, en fait, parce que les gens sont simplement pas informés, je pense. C'est pas quelque chose qui est malveillant, mais souvent, il y a un gros manque d'information. Je pense que ce qui est un peu un souci, c'est que paradoxalement, tout ce qui est le monde des aveugles ou des malvoyants, on nous voit pas. Comme le monde des handicapés en général. Il y a cette forme de honte ou de déni ou de non prise en compte d'une partie de la population par celle qui est valide. Et ça vaut pour quelqu'un qui est en chaise roulante, ça vaut pour beaucoup de gens qui sont diminués par rapport à un invalide. Si tu prenais une canne blanche, en l'occurrence dans le bus par exemple, est-ce que les gens seraient plus compréhensifs avec toi ? Alors je l'ai déjà fait, puisque au départ où on m'a donné cette petite canne blanche, j'ai quand même essayé. J'ai pas trouvé plus de bienveillance. C'est assez surprenant, c'est que j'avais même l'impression que quelque part, parce qu'en fait, il y a aussi des moments où j'ai la possibilité de voir quelque chose pas trop mal. Il suffit que la tâche se soit un peu déplacée. J'arriverais par exemple à voir un 6 alors que normalement je le vois pas. Donc, il y a des gens qui pensent aussi que quelque part, je me joue d'eux et puis que je suis pas forcément crédible. Mais la canne blanche n'aide pas forcément à ce que la bienveillance soit présente. Et dans ta famille, donc tu as 3 enfants, 3 grands-enfants, oui. Comment ils prennent la chose ? Alors, ils ne sont pas trop tristes pour moi, sauf au départ où je leur ai dit que j'allais perdre la vue. Donc, mon credo, c'était leur dire que en fait, je me débrouillerais et qu'il n'y a pas, pour l'instant pas trop de soucis à se faire pour eux, mais que il faut qu'ils considèrent ça comme étant pas si grave que ça, dans la mesure où mon pronostic vital n'était pas engagé. Donc c'est pas parce que je perds la vue que je peux pas les embrasser, les prendre dans mes bras et puis les aider pour quoi que ce soit. Donc je leur explique tout par ce biais-là. Donc du coup,
ils sont aussi moins inquiets. Et puis, ils m'aident volontiers, mais sans que ce soit considéré comme un handicap. C'est plutôt... En fait, ils me considèrent comme si... comme si j'avais une capacité en moins, mais naturelle. Comme si j'avais, par exemple, un pied en moins et puis que je marchais difficilement. Mais pas en étant... ils ne considèrent pas comme un handicap de vie parce qu'ils voient que pour l'instant, je continue à faire beaucoup de choses que j'aime faire et dont j'ai la possibilité encore de faire. Ils ont compris certaines de mes frustrations. Par exemple, j'étais une grande fanat de voiture, donc je ne conduis plus. Ça me manque quand même beaucoup. Mais... ils ont plutôt tendance à m'aider à passer outre ma frustration plutôt qu'à me plaindre, etc. Donc, je suis toujours restée avec eux dans le positif et pas dans la plainte en permanence. Et puis, je pense que si moi je déprimerais, ça ne les aiderait pas beaucoup non plus. Donc, on s'entraide mutuellement de cette manière-là, en fait. Comme dernière question, j'ai envie de te demander, Kate, parce que tu es une artiste, hein, tu as été peintre, tu es écrivaine. Est-ce que tu peux t'imaginer... le jour où tu perdras la vue, puisque ça c'est inéluctable, oui. Développer un autre art? Bonne question. La musique, le chant... Je ne me la pose pas encore dans la mesure où ça me prend beaucoup d'énergie de vivre pleinement ce que je fais à l'heure actuelle. Donc, et puis comme dit, on parlait du déni, il y a toujours cette frontière un peu particulière. Est-ce que on se projette beaucoup? Bon, je l'ai fait quand même puisque j'ai pris des cours de braille et puis je vais m'inscrire à une formation d'accompagnement aux mourants et puis de personnes en soins palliatifs en fin de vie. Dans la mesure où je pense que le jour où je perds effectivement la vue, j'en aurai pas besoin de cette vue-là. Donc peut-être que ça ouvrira même des possibilités encore bien supérieures, le fait d'accompagner des gens qui sont en soins palliatifs. Ça fait partie de ce que j'ai déjà fait quand je faisais mes études d'infirmière. Donc je pense que ça pourrait être une ouverture, mais pas artistique, mais ça, quelque part, c'est tellement enrichissant puisque c'est quelque chose que j'ai déjà fait. C'est tellement enrichissant et ça apporte tellement que peut-être ça comblera ce qui est plus présent au niveau artistique. Et tu resteras dans le contact humain vraiment direct, très, très direct à ce moment-là. Je pense que quelque part, ça ouvrira aussi le fait que je fasse quelque chose de moins égoïste parce que peindre et écrire, c'est quand même des activités relativement solitaires et égoïstes. Et peut-être que ce sera ma façon à moi d'ouvrir les choses différemment et puis peut-être justement de partager plus profondément, plus spirituellement, de manière plus humaine, on va dire, bien que l'écriture m'a permis de rencontrer quand même des gens très intéressants, la peinture aussi. Mais là, on sera plus sur le plan de l'humain vraiment tel qu'il est, au plus profond de l'être, peut-être pour partager des choses un peu plus sérieuses, puisque l'écriture et la peinture, c'est pas forcément très sérieux. Et moi, j'ai beaucoup aimé cet échange, Kate Wagner-Dudenhofer. On n'a pas conscience qu'on ne voit pas les personnes malvoyantes. Alors, moi, je te vois bien aujourd'hui. Et je suis très contente de t'avoir vu et de t'avoir écouté. Et j'espère que tout le monde aura autant de plaisir que j'en ai eu avec toi. Et je te remercie infiniment. Merci beaucoup, Isabelle, aussi, de m'avoir laissé la parole. Et puis, c'est un échange très, très agréable. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas de m'envoyer un commentaire sur Facebook à Graines de Curieuse ou de vous abonner à ma newsletter sur le site www.grainesdecurieuse.ch avec un 2 entre les deux mots. Soyez heureux et à vendredi.